Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro. L'assureur des artisans, commerçants et professions libérales, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Businesswoman. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette émission éco-friendly, puisque le business de l'écologie, c'est la thématique que l'on va aborder aujourd'hui. Et si dans ce domaine, beaucoup de choses existent déjà pour les particuliers, c'est bien à l'échelle industrielle qu'il est devenu indispensable d'agir. Chaque geste a un impact sur l'écologie, et ça, certaines femmes l'ont compris et ont développé des solutions pour améliorer les usages. Parmi elles, nous accueillons sur ce plateau Juliette Franquet, fondatrice de Love Your Waste, une start-up spécialisée dans la collecte et le transport des ordures. Marine de Beaufort, fondatrice de Voyagir, une plateforme collaborative pour des voyages responsables. Et Lucille Noury, la cofondatrice de Green Creative, une entreprise industrielle qui conçoit des équipements de tri et de valorisation des déchets. On va commencer cette émission par faire un focus sur vos activités respectives, savoir ce que vous avez imaginé côté écologie et innovation. Marine, vous avez créé un site internet collaboratif sur l'écotourisme. Vous aidez également des voyageurs à préparer leur voyage éco-responsable. Ça ressemble à quoi un voyage green ? Alors, un voyage green, ou plutôt un voyage responsable, donc qui va inclure autant le green que la partie solidaire, en fait, c'est juste prendre en compte tous les aspects de son voyage et essayer de réduire les impacts négatifs, voire de créer de l'impact positif pendant son voyage. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est surtout aider les gens à trouver des adresses qui ont fait une démarche solidaire ou éco-responsable pour réduire l'impact du voyage. Comme quoi, par exemple ? Alors, ça peut, sur notre plateforme donc, qui est collaborative, ça peut aller de la lodge au fin fond de l'Amazonie, qui est en toilette sèche, avec des panneaux solaires, etc. Mais ça peut aussi être le café en bas de chez moi, qui n'a pas de sucre en dosette individuelle, en fait, mais qui va donner un petit pot pour servir son sucre, parce qu'en fait, ça réduit les déchets et c'est déjà pas mal. Et c'est également sur la base du collaboratif, donc les voyageurs peuvent renseigner sur votre plateforme les adresses qu'ils ont testées, approuvées. Exactement. Juliette, vous, votre solution propose à de grands groupes de réutiliser les déchets et de sensibiliser au gaspillage alimentaire. Que deviennent vos déchets alors ? Alors nous, on aime les déchets, donc on accompagne effectivement grands groupes et aussi tous les autres producteurs de biodéchets professionnels pour les envoyer dans des unités de méthanisation qui permettent de créer du biogaz, des engrais naturels. Et en amont aussi, on aide à réduire le gaspillage alimentaire, puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pertes financières et un impact écologique très fort sur la réduction du gaspillage alimentaire et la meilleure valorisation des déchets. Vous aviez donné ce chiffre dans une de vos vidéos sur Internet, 20 à 40% des aliments achetés finissent à la poubelle. Ça aussi, on peut réduire ce chiffre grâce à Love Your Waste ? Tout à fait. On accompagne, on fait des diagnostics, des études. Et ce qui est important pour nous, c'est vraiment d'impliquer tout le monde, de co-construire. Donc, on fait une analyse à la fois quantitative avec des campagnes de pesée. On va jusqu'à séparer le poisson du riz et aussi en interviewant, en faisant participer les agents d'une cantine, les convives, les enfants dans une école, les patients dans un établissement de santé, pour que tout le monde puisse comprendre les impacts et les réduire. Lucille, vous avez fait une formation d'ingénieur mécanique, vous êtes plutôt côté innovation et vous avez lancé Green Creative, une société qui crée des machines et notamment à ce jour un robot de poubelle de tri et un appareil de désemballage. C'est quoi le désemballage et ça concerne qui ? Alors le désemballage, c'est simple, une fois que Juliette a collecté les biodéchets qui sont souvent emballés, donc par exemple les tranches de jambon dans les supermarchés qui sont périmées, qui ne sont pas données aux banques alimentaires, il faut les désemballer pour que la matière organique puisse aller en méthanisation. Donc notre machine permet de faire ça en respectant la filière de méthanisation et donc en ayant une qualité de matière organique très propre dédiée aux filières. Vous évoluez toutes les trois autour de l'univers de l'écologie de manière plus ou moins proche. Comment vous vous êtes lancée dans ce domaine et pourquoi ce domaine, l'écologie, Marine ? Alors, moi, j'ai fait un master en développement durable
où je m'orientais beaucoup sur les questions écologiques plus que sur les questions de l'humain. Et en fait, le gros déclic pour me lancer sur cette question-là, ça a été un voyage en Amérique centrale où je faisais une étude comparative sur l'écotourisme entre le Panama et le Costa Rica. Et en fait, c'est à mon retour où je me suis rendu compte que pendant mon voyage, ça avait été très très compliqué de trouver les établissements que je voulais interviewer pour faire mon étude, etc. C'était déjà un éco-voyage Voilà. en lui-même. C'était déjà un éco-voyage et en fait, c'est là où j'ai identifié le problème et où surtout je me suis dit que le tourisme, c'était vraiment un outil incroyable pour développer le développement durable, en fait, pour sensibiliser les gens. Parce que quand on voyage, on est plus libre, on est plus ouvert d'esprit. Et donc, c'est à ce moment-là où on peut interpeller les gens et où, en retour de voyage, ils peuvent ramener des bonnes pratiques ou ne serait-ce que des questions et puis enfin agir. Il y a plus d'impact. Voilà. Juliette, pour vous, vous disiez tout à l'heure que vous aimez les déchets. C'est par amour des déchets que vous vous êtes lancée dans ce secteur ? Alors, je me suis lancée il y a 5 ans. Avant, j'étais consultante en développement durable. Après, le déclic, quand j'étais toute petite, j'avais mis des affiches de tri chez mes parents pour qu'ils arrêtent d'utiliser le vide-orture. J'étais impliquée en tant qu'étudiante dans une association de commerce équitable. Donc, j'ai une passion pour les déchets et plus largement sur le développement durable et l'écologie depuis je ne sais même plus quand. Après, le déclic, il s'est fait par des rencontres pour pouvoir concrétiser en fait cette passion. Lucille, justement, c'est l'exemple qui montre qu'on n'est pas forcément obligé d'être passionné par l'écologie pour travailler dans ce domaine et pour autant pour agir et entreprendre pour sauver la planète. Vous êtes plutôt côté innovation, c'est ça ? C'est ça qui vous a amené à ce secteur de l'écologie ? Oui, tout à fait. J'ai commencé dans l'innovation mécanique et la plupart de nos clients étaient des sociétés liées aux déchets, donc que ce soit des prestataires de déchets ou des filières de valorisation. Et en fait, on s'est rendu compte avec mon associé qu'il y avait beaucoup de lois qui étaient mises en place, que le monde du déchet utilisait beaucoup des technologies déjà existantes et du coup qu'il y avait une grande place à l'innovation car peu de choses évoluaient du point de vue métier et par contre que forcément on allait devoir changer pas mal de choses, que ce soit parce que la loi l'oblige, mais aussi parce que je pense que les consciences sont là aujourd'hui pour faire changer et pour être en rupture. Et résultat, après quelques années, je crois 4 ans de Green Creative, est-ce que vous êtes plus sensible à l'écologie aujourd'hui ? Est-ce que le domaine vous intéresse davantage qu'avant de vous lancer là-dedans ? Ah oui, complètement. C'est un domaine qui est passionnant. Nos clients, on a différentes typologies de clients qui sont vraiment très différentes et avec des sensibilités complètement aussi des fois opposées. Mais c'est super intéressant et moi j'apprends du coup au quotidien. Et aujourd'hui, oui, on fait beaucoup plus attention, que ce soit du point de vue personnel ou même au niveau de notre entreprise. Et pour les femmes alors qui veulent se lancer dans ce domaine-là, qui aiment bien l'écologie, qui n'ont pas forcément de formation, qui ne savent pas dans quel secteur précisément se lancer, est-ce que vous auriez un conseil pour les aider à se lancer ? Est-ce qu'il faut forcément avoir une idée très précise de ce qu'on veut faire ? Alors moi, l'idée parfaite, j'y crois pas trop. Et d'ailleurs, moi-même, je pensais pas trop devenir entrepreneuse. Enfin, c'est pas le milieu social dans lequel je viens. Après, j'ai quand même fait une école de commerce. Mais ça a été une rencontre qui m'a amenée à l'entrepreneuriat. Et la bonne idée, pour moi, c'est... y a plein de bonnes idées, en fait. C'est plutôt comment on va mettre en place une idée qui va être pérenne et comment on va réussir à créer de la valeur, qu'elle soit économique, sociale et environnementale, et concrétiser cette idée. Et je pense que quelqu'un peut juste marcher dans la rue et avoir une bonne idée, mais par contre, pour se lancer, en tant que femme ou en tant qu'individu, c'est juste ne pas se mettre des freins soi-même et se dire qu'il ne faut pas attendre la bonne idée, la bonne équipe, le bon marché, le bon timing, parce que sinon on ne le fera jamais. Il faut avancer pas à pas et prendre beaucoup de risques et être un peu aussi naïf au début, parce que c'est toujours un peu fou quand on a une idée. Et il faut accepter de se tromper. Et il faut beaucoup apprendre de ses erreurs. Lucille le disait, en tant qu'entrepreneuse, ce qui est génial aussi, c'est qu'au quotidien, on apprend tous les jours. Et c'est vraiment une formation accélérée, que ce soit avec des clients, avec un comptable, sur la réglementation, etc. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est on fait des erreurs, mais on apprend de nos erreurs et on est dans une démarche d'apprentissage continu.
Pour vous aussi, Marine, ça a été assez spontané au final, ce lancement dans la vie entrepreneuriale. Vous n'étiez pas du tout dans ce domaine, même si vous avez fait des études. Vous étiez consultante, je crois, avant. Alors, j'étais consultante en système d'information à la Défense pour une grande banque. Truc super. Et je pense qu'en fait, soit on a envie d'être entrepreneur et faut se lancer, il faut tâtonner. Et puis effectivement, il y a un business qui va émerger en fonction de ce qu'on aime ou des problématiques qu'on va identifier. Ou alors, il faut justement avoir une idée. Et moi, c'est ce qui s'est passé. C'est juste que j'ai eu une idée et puis au début, je ne voulais pas la lancer. Enfin, j'avais 26 ans. Mais au bout d'un moment, c'est devenu impossible de ne pas le faire, en fait, parce que c'était devenu une obsession. En fait. Et une conviction personnelle. Voilà, je passais mon temps à chercher s'il y avait des plateformes collaboratives pour le tourisme responsable, pour trouver des adresses responsables, et il n'y en avait pas, et ça m'énervait. Et du coup, voilà, c'est... Mais je pense qu'effectivement, déjà, créer une entreprise, c'est passionnant, et on apprend tous les jours, je suis complètement d'accord. Mais par contre, je pense qu'il faut être passionné. Alors, passionné, ça peut être par le sujet sur lequel on va entreprendre, ou par juste le fait d'entreprendre. Mais il faut être passionné parce qu'il y a des jours où c'est merveilleux, et il y a des jours où c'est l'enfer et que du coup, il faut avoir une passion qui nous tire. On va en parler tout à l'heure. Ouais. Juste avant ça, pour vous connaître un peu plus chacune, je vais vous poser des petites questions. Vous allez essayer de me répondre au tac au tac, juste pour vous connaître un peu plus. Donc, à chaque question, je propose à Lucille de répondre, puis Marine, puis Juliette, et j'enchaînerai avec les autres questions. Alors, est-ce que vous êtes plutôt entrepreneur ou entreprenante ? Entreprenante. Moi aussi. Entrepreneur, pour changer. Plutôt green ou plutôt tech ? Plutôt tech. Green. Green. Un adjectif pour qualifier votre activité ? Industriel. Éthique. Amour. Sauver la planète ou agir à son échelle ? Agir à son échelle. À sauver la planète. Agir à son échelle. Et peut-on encore sauver la planète ? En mode colibri. La planète, oui. Oui. Il le faut. Pourquoi la planète, oui ? Marine. Parce que de toute manière, Quelle est la nuance ? La planète, elle va se sauver toute seule. Après, c'est plutôt qu'est-ce qu'on sauve de la société et qu'est-ce qui va s'écrouler et puis qui s'écroulera et ça sera comme ça. On va passer maintenant aux enjeux, aux difficultés justement pour sauver cette planète et savoir un peu plus à quoi ressemble votre quotidien justement, qui n'est pas fait que de jours merveilleux comme vous le disiez justement Marine. Et ce genre de portrait chinois, je trouve, montre quand même qu'il y a pas mal de profils différents, qu'on soit passionné de l'écologie ou plutôt tech. Et donc on peut vraiment entreprendre dans n'importe quel domaine, pour ainsi dire, quand on a vraiment envie de le faire. Donc les mentalités quant à l'écologie ont beaucoup évolué ces dernières années, ça on est tous d'accord là-dessus. Mais qu'en est-il du marché ? Est-ce qu'il y a une réelle demande au point de se lancer tête baissée ? Juliette ? Oui. Alors, dans le cadre de nous, en fait, on traite des déchets, mais on est sur plein de thématiques. On est sur l'alimentation durable, le transport, les énergies renouvelables. Donc, c'est la ville durable. Et on a eu la chance de commencer juste avant la COP 21. Et donc, aujourd'hui, je n'ai pas calculé, mais je pense que dans les médias, on parle 100 fois plus de tous ces sujets-là qu'il y a 10 ans. Il y a des gens qui s'en occupent depuis des décennies, hein, on n'a rien inventé. Hier, c'était la journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire et tous les grands groupes, toutes les écoles ont essayé de faire quelque chose pour pouvoir marquer le coup. Donc il y a vraiment un changement des mentalités qu'on disait et tout le monde se sent plus ou moins concerné, ne sait pas trop comment agir parfois. Et après, il y a la réglementation. Nous, en fait, on propose des services parce que les professionnels, aujourd'hui, sont obligés, de par le Grenelle 2, à trier, collecter et valoriser les biodéchets, de par la loi Garot, à inscrire leurs actions de lutte contre le gaspillage alimentaire dans leur rapport extra-financier, de par la loi alimentation durable, des objectifs très ambitieux sur l'approvisionnement de produits locaux, biologiques, etc. Donc tout ça, ça fait en sorte que le marché est prêt et en demande. Exactement. Vous le ressentez aussi, Lucille ? Oui, ce qui est intéressant, c'est que, comme le disait Juliette, il y a les lois, il y a les actions qui obligent un petit peu. Et je pense que depuis 2 ans, il y a une prise de conscience aussi qui n'est plus juste pour le rapport RSE du grand groupe que l'action est mise en place.
Donc je pense que oui, les mentalités et le marché est en train de bien s'ouvrir avec différents enjeux. Et est-ce que pour autant c'est facile de se lancer dans ce domaine? Est-ce que c'est pas aussi coûteux d'investir dans le green business? Je pense que c'est comme dans tout domaine, il y a les enjeux et les difficultés sont peut-être différentes, mais je pense quel que soit le domaine, entreprendre reste quand même pas simple au quotidien. Et pour rebondir par rapport à tout à l'heure, il faut aussi de la ténacité et croire jusqu'au bout à son idée, parce qu'on peut vite être découragé. Mais je pense qu'il n'y a pas forcément plus de difficultés à entreprendre dans l'environnement. Même aujourd'hui, quand même, la communication aide aussi à entreprendre dans ce domaine, puisque c'est un domaine qui est quand même relativement bien vu et dans l'air du temps, et où il y a des choses qui vont changer. C'est pas un domaine qui coûte cher quand même, Juliette? Il y a d'autres industries qui coûtent aussi très cher. Après, tout est relatif. Moi, une des difficultés que je verrais plutôt, c'est justement de dissocier un peu le mouvement collectif d'intérêt à comment on peut en faire un business pérenne. Au contraire, je dirais que un des challenges, c'est qu'il y a plein de gens qui s'intéressent à nous, qui nous proposent même de l'aide, alors qu'aujourd'hui, on est une entreprise, etc. Et qu'en fait, nous, l'aide dont on a besoin aujourd'hui, c'est de gagner des clients, c'est de trouver des investisseurs. Donc, un des challenges aussi, c'est de différencier un peu l'engouement collectif à nos besoins à court terme et à long terme concrets pour pouvoir changer ce marché aussi. Vous parliez d'investisseurs, vous pensez aux levées de fonds peut-être? Oui, tout à fait. C'est indispensable? Ça dépend du secteur. Nous, on a une partie de notre activité qui est du transport, donc il y a des grosses économies d'échelle. Donc on a commencé le 2 avril 2015 avec 60 kilos de déchets collectés dans une école. Aujourd'hui, on collecte 60 tonnes de biodéchets en Île-de-France dans 250 points de collecte. Donc on a une montée en puissance qui est exponentielle, mais il faut encore investir. Il y a des achats, on se développe maintenant aussi du côté digital avec une plateforme. Il y a beaucoup d'investissements qui sont nécessaires. C'est pas que de la mise en relation. Enfin, et sans aucun critique par rapport à la mise en relation, nous, il faut qu'on achète des bacs, il faut qu'on loue des camions, il faut qu'on paye des chauffeurs. Donc plus d'investissements que par exemple pour le tourisme responsable de Marine. Moi, c'est vrai que c'est pas obligatoire. La levée de fonds n'est pas obligatoire pour moi. Si je veux faire une levée de fonds, c'est pour me développer plus vite, aller plus loin, en gros, investir sur de la ressource humaine pour aller plus vite et me développer plus vite. Aujourd'hui, je fais le choix de ne pas le faire parce que l'année dernière, il a été question de faire une levée de fonds. Et en fait, les personnes qui m'ont approché, en fait, me demander de renoncer à des choses sur lesquelles il était hors de question que je renonce. Ça ne correspondait pas à vos valeurs. Exactement. Et à partir du moment où moi j'ai monté Voyagir pour répondre à une problématique écologique et sociale et pas pour gagner de l'argent au départ, j'ai fait ce choix de rester sur un modèle un peu artisanal et de ne pas rentrer dans la logique des startups. Parce que je pense qu'effectivement, sur certains modèles, il y en a vraiment besoin de faire une levée de fonds, mais pas forcément, et qu'aujourd'hui, le milieu des startups, c'est un peu devenu une bulle qui, moi, me fait peur. Je ne sais pas où ça va aller. Je pense qu'on commence à être pas mal à s'en rendre compte. Et du coup, j'ai fait ce choix pour être vraiment en accord avec mes valeurs, parce que ce côté start-up, on investit, on ne sait pas trop comment on va demander de l'argent, on ne sait pas toujours s'il va y avoir un retour sur investissement. Mais pour moi, c'est la même logique que la grande consommation. En fait, c'est un truc qui n'est pas forcément très, très sain. Et donc, du coup, j'ai fait le choix de m'éloigner de ce modèle-là. Mais alors justement, est-ce que green et business, c'est deux mots qui vont ensemble? Est-ce qu'on peut gagner de l'argent dans l'écologie? Est-ce que ce n'est pas contradictoire avec les valeurs, justement, comme vous le disiez, Marine? Alors, je pense vraiment que c'est pas le fait de gagner de l'argent qui est contradictoire avec les valeurs, c'est la manière dont on gagne de l'argent. Et c'est pour ça que la question de la levée... il faut faire attention. Voilà, il faut vraiment y faire attention parce que dès qu'on fait une levée de fonds, dès qu'on fait rentrer des actionnaires, la question de l'argent se pose davantage, le retour sur investissement se pose davantage, et donc il faut s'assurer qu'on est toujours dans l'alignement de ce qu'on voulait faire. Donc c'est pas contradictoire, mais c'est comme tout, en fait, faut le faire de la bonne manière.
Nous, on a fait une première levée de fonds et là, on est en train de clôturer une deuxième. Il y a de plus en plus d'acteurs de la finance éthique pour lesquels on demande des objectifs de rentabilité économique et d'impact social et environnemental. Et nous, étant aussi dans l'ADN d'économie sociale et solidaire, on s'est approché d'acteurs comme cela. C'est pas contradictoire avec ce que tu viens de dire, mais il y a quand même des acteurs pour lesquels c'est pas que la rentabilité à court terme, mais c'est encore nouveau, ça prend du temps, il y a beaucoup d'annonces, donc c'est un peu... Il faut savoir les choisir. Il faut savoir les choisir, il va falloir dépenser son énergie et son temps avec certains, mais c'est en train de changer en tout cas. Et on a une... Oui, allez-y, Mais c'est Lucille. clairement en train de changer. Je pense que tous les investisseurs sont en train d'en prendre conscience. Nous, c'est pareil, on a notre fonds Alter Equity, qui est un fonds qui n'est pas que sur objectifs financiers, mais aussi tout notre impact, qu'il soit social, environnemental et développement durable de manière globale. Et on est là pour faire un peu plus changer les choses, justement. Marine, donc suite à ce que vous venez de dire, quel est votre choix? Quelles sont les valeurs auxquelles vous faites référence? Les valeurs auxquelles je fais référence, c'est en fait d'avoir toujours comme priorité absolue la valorisation en fait, des établissements qui sont responsables et qui s'engagent, et la facilitation pour les voyageurs de voyager de manière responsable. Et donc ça implique comme premier choix de faire en sorte que la plateforme soit entièrement gratuite, autant pour les voyageurs que pour les établissements qui sont référencés dessus. Donc en fait, ça, c'est un premier choix qui, pour des investisseurs potentiels, est très très difficile à accepter, même quand ils sont très engagés sur l'éthique. À un moment donné, ils ont un besoin de rentabilité, c'est normal, ils investissent. Et comme nous, notre rentabilité, elle est quand même à très très long terme, puisque la plateforme est entièrement gratuite aujourd'hui et va le rester en fait, ce qu'on va développer qui va être payant, c'est des choses qui sont en plus, mais qu'on ne peut développer qu'une fois que la plateforme est suffisamment grande. Aujourd'hui, on a 800 adresses, 3500 utilisateurs. On ne peut pas monétiser autrement qu'en les faisant payer, et ça, on ne veut pas le faire. Donc voilà, donc on fait le choix de rester très artisanal et en fait de faire de l'accompagnement de voyageurs qui veulent qui veulent partir en voyage sans passer par une agence, mais qui n'ont pas le temps de chercher en fait. De leur proposer des itinéraires. Et donc ça, c'est du cas par cas. C'est à chacun son échelle d'investissement. Voilà. Et donc du coup, c'est pas suffisamment rentable pour des investisseurs. Mais voilà. Mais c'est vraiment notre choix. Il y a aussi, donc il n'y a pas que les investisseurs, et puis tous les secteurs dans l'écologie n'ont pas forcément besoin de levée de fonds, comme vous le disiez. Il y a aussi des aides et des accompagnements qui existent. Est-ce que les organismes comme CleanUp vous donnent des aides pour trouver des idées dans ce secteur-là et agir? Moi, non. Pas pour Marine? Je ne connais pas CleanUp. Désolée, CleanUp. Pas pour cette fois-ci. Et Et quelles aides ou quels accompagnements alors avez-vous utilisés pour faire grandir vos sociétés respectives? Lucille? Dans l'innovation, il y a pas mal d'aides. Aujourd'hui, la BPI, la région Île-de-France nous a pas mal aidés. Il y a du crédit d'impôt recherche aussi. Donc c'est vrai que l'innovation en France est quand même très aidée. Après, ce qui est plus complexe, c'est passer le cap de l'innovation avec le premier client et le premier petit prototype, qui est déjà un grand pas, mais qui est très très loin d'avoir une société. Voilà, mais c'est très loin d'avoir un produit qui marche et qui puisse être commercialisé réellement. Et ça, il y a un énorme trou en France sur les aides par rapport à ça. Il y a quelques petites choses qui font que du coup on est très vite obligé de se porter vers des levées de fonds. Mais c'est une vraie complexité. Le passage, surtout dans notre domaine, c'est de l'industrie, donc on a beaucoup d'investissements, mais qui n'est pas forcément lié à l'environnement, mais on a dû investir du point de vue mécanique, outillage, etc. Et ça, c'est pas simple. Pareil, les recrutements, c'est un vrai pari aussi, c'est de l'investissement. Et là, il y a peu d'aide. Il y a encore des choses à faire là-dessus. Typiquement, moi, je me heurte au problème inverse. C'est que comme, justement, je n'ai pas des investissements matériels à faire, j'ai que des investissements de ressources humaines à faire. En fait, il y a très, très peu de subventions pour aider sur ces questions-là. Et les subventions qu'on me propose de présenter, en fait, ils me demandent des besoins que je n'ai pas, en fait. Donc, du coup, je ne peux pas présenter la subvention. Et après, moi, je me heurte à un autre problème, qui est que donc, nous, on est basé à Montpellier.
qui donc a pas mal de subventions à proposer, mais pour du développement territorial. Et comme moi, je suis internationale, en fait, c'est un projet qui trouve super, mais sur lequel ils ne sont pas prêts à dépenser l'argent des impôts des locaux qui est pour développer le territoire. Donc ça, c'est un autre problème qui peut se poser selon les projets qu'on peut avoir. Complètement. Il y a des aides et des accompagnements qui existent également à Paris, donc forcément qui ne concernent pas tout le monde, mais il y a l'accélérateur Nouma qui investit pas mal dans les startups sur l'écologie, ou en tout cas qui lutte contre la dégradation de l'environnement. L'incubateur Green Tech Verte, il y en a 3 en France, ça a été lancé par le ministère de l'Environnement, et des événements aussi comme Tech for Planet au Nouma, Viva Technologies, Startup Weekend à Green Tech Verte, justement, et aussi d'autres organismes, puisque vous, Juliette, je crois que vous avez été pas mal accompagnée aussi. Oui, donc là on parlait de l'accompagnement financier, mais il y a aussi un accompagnement, parce qu'on l'a dit, c'est les montagnes russes. Alors attention, c'est génial, hein. C'est dur, mais c'est génial. Il faut quand même le rappeler, parce qu'on a beaucoup dit qu'il y avait des jours difficiles, les jours extraordinaires sont merveilleux, mais pour ces jours difficiles, et parce que quand on est entrepreneur, comme je disais tout à l'heure, en termes de compétences, il faut être sur tout le temps, tout de suite. Il y a des programmes d'accompagnement. Nous, on a été accompagnés au départ par Make Sense. On a aussi été accompagnés par Willa, ancien Paris-Pionnière. On est aussi sélectionné dans le Green Tech Verte du ministère par Paris & Co. En fait, c'est plein de programmes qui permettent à la fois d'avoir du mentorat pour des compétences précises dont on a besoin, mais c'est aussi avoir des mises en relation et de la visibilité. Et ça, c'est très important quand on est tout petit et quand si on fait tout le chemin classique pour arriver à présenter une proposition et qu'on attend 6 mois alors qu'il faut qu'on aille tout de suite, c'est très compliqué. Et il y a aussi beaucoup d'entraide entre les entrepreneurs. Moi, j'ai des entrepreneurs qui sont devenus des amis. Et c'est important aussi d'avoir un soutien presque psychologique ou mental pour pouvoir échanger sur ces montagnes russes. Et donc, il faut pas... Tout ça, c'est très bien. Après, le financier, il est limite encore plus important parce que pour le financier, au bout d'un moment, sans finance, on ne peut plus rien faire. Il faut quand même payer son loyer et investir. Même si on n'a pas de grands investissements, il faut à minima pouvoir soi-même se loger et manger. Mais tout l'accompagnement de compétences psychologiques, de mise en relation, de visibilité, il est aussi très très fort. Il y a plein de choses qui se développent aujourd'hui qu'on peut capter en postulant. Autre question, est-ce que vous avez rencontré d'autres difficultés au sein de ces années d'entrepreneuriat dans le secteur de l'écologie? Lesquelles? Comment vous les avez surmontées? Alors, puisqu'on est sur Business Women, moi j'ai rencontré une difficulté qui était liée au fait d'être une femme et d'être sur des questions écologiques et solidaires et d'avoir l'air jeune, parce qu'en fait j'ai 32 ans. Mais on me les donne rarement. Et donc, du coup, en fait, j'ai assez facilement, surtout sur tout ce qui va être pitch, donc, qu'on connaît beaucoup sur les startups, en fait, renvoyer l'image juste d'une étudiante hippie qui sortait de ses classes et qui sortait de voyage et qui ne savait pas du tout ce qu'elle faisait. Et donc, j'ai vraiment été confrontée à ça et à devoir systématiquement préciser mon âge, que j'avais fait 50 conseils, voilà, que je partais pas comme ça, et c'est pas parce que j'ai un bandeau sur la tête que je suis une hippie en fait, et que je sais pas où je vais. Et voilà, donc ça, pour moi, ça a été une vraie problématique. Maintenant, je l'assume, et donc je vais pas essayer de paraître Comment vous plus la vieille, gérez du coup? Qu'est-ce que vous faites pour lutter contre ça? Alors, moi, j'ai fait un choix qui est très personnel, en fait, qui est de dire je m'en fiche, c'est pas grave si vous n'avez pas les capacités en fait, d'ouvrir votre esprit et d'écouter ce que j'ai à dire, et que vous vous arrêtez à cette image-là, en fait, ça ne m'intéresse pas de travailler avec vous, tout simplement. Et en fait, aussi de lutter contre cette image-là. Je pense qu'en voulant dire, bon, je vais régler ce problème-là, et donc je vais rentrer dans la case dans laquelle on veut me faire rentrer, on participe juste à ce phénomène. Et donc, du coup, moi, je fais le choix d'assumer qui je suis, et du coup, de montrer, en fait, qu'on peut être très sérieuse, avoir l'air d'avoir 25 ans quand on en a 32 et avoir un bandeau sur les cheveux et faire des choses merveilleuses et avancer et avoir la tête sur les épaules. Et pour vous, Lucille, qui est dans un domaine plutôt masculin, comment ça se passe au quotidien?
Moi, j'ai l'habitude parce que ça fait depuis longtemps. Déjà, en faisant des études d'ingénieur mécanique, on n'était pas beaucoup de femmes dans ma promo. Après, je te rejoins sur l'âge. L'âge, pour moi, c'est un vrai problème. J'ai commencé, j'avais 25 ans. Je sortais quasiment tout juste d'école. Être une femme jeune dans un milieu technique, ça a été plus complexe. Je pense que tout ce qui est visibilité, réseau, start-up, investisseurs, c'est pas un frein, parce que il n'y a pas forcément un jugement là-dessus. Par contre, nos clients, quand c'est des grands comptes, que vous êtes une société où vous vendez un produit qui est quand même assez conséquent, que vous avez 25 ans, que vous êtes en train de monter l'usine, que nous n'est pas encore abouti et concrétisé, ça met quand même un peu de temps, ça c'est complexe. Mais après, d'une manière générale, on s'y habitue et puis voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous pour attirer plus de femmes dans la tech et la green tech en particulier? Mais est-ce qu'on a besoin d'attirer les femmes dans la tech? Moi, c'est toujours une question que je me pose parce qu'on me pose souvent la question, est-ce que vous pensez qu'il faut des quotas dans les écoles d'ingénieurs? C'est pas une question de quotas, c'est une question d'équilibre et de casser un peu les préjugés aussi. Moi, je pense qu'il faut casser les préjugés, mais dès l'enfance. Moi, j'ai jamais joué avec une Barbie. Peut-être on se moque souvent de moi pour ça, mais c'est pas très grave. Peut-être plus d'inciter les personnes à faire ce qu'elles veulent, peu importe les préjugés. C'est ça. Aujourd'hui, je pense que pourquoi les femmes ne s'orientent pas vers la tech, je pense que c'est que dès le début, on ne sensibilise pas les femmes vers d'autres métiers que peut-être ceux qui sont classiques. Mais aussi, je trouve si on regarde en arrière, finalement, le droit de vote des femmes, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et je m'en suis rendu compte, moi pareil personnellement, il n'y a pas longtemps, qu'on avait encore un rôle à jouer pour faire avancer les choses aussi en tant que femme. Parce que pour moi, finalement, je pensais qu'on était arrivé. Moi, je fais ce que je veux, donc je ne vois pas trop les limites encore. Naïvement, comme le disait Juliette tout à l'heure, il faut être naïf. C'est ça, il faut être naïf. Et aujourd'hui, je me rends compte que s'il y a quand même des gaps, j'ai quand même des clients qui m'appellent chérie, j'ai quand même des réflexions. Sans respect. J'ai quand même des réflexions où quand on est un homme et une femme sur le salon, la personne regarde tout de suite l'homme, même si par exemple c'est un stagiaire. Voilà. Mais ça, c'est à nous de le faire évoluer et ça se fera au fil du temps. Et je ne pense pas que ça passe par des quotas, mais plutôt par des personnes et de l'engagement. Et justement, vous, Juliette, est-ce que vous avez aussi remarqué des différences liées à votre féminité ou... Oui, après, moi, ce que je dis tout le temps, c'est que je ne sais pas si la différence, c'est justement parce que je suis une femme, ou parce que je suis jeune, ou parce que je suis blanche, ou parce que j'ai fait une école de commerce, ou parce que je suis parisienne. Et du coup, je le prends aussi avec pas mal de précautions, parce que ma féminité, c'est une composante de ma personne qui explique peut-être certains comportements, mais peut-être que en fait, je transfère et qu'eux, ils me parlent parce qu'ils voient autre chose, parce que j'ai les yeux verts, parce que... Mais ceci étant dit, j'ai vécu un peu les mêmes situations que Lucille, surtout dans des milieux un peu industriels. Et par contre, je pense qu'effectivement, ça fait finalement peu de temps que les choses changent, mais je considère quand même que le monde économique et politique a été construit par des hommes et pour des hommes. Mais que les femmes ont une réelle valeur ajoutée à apporter, notamment dans le secteur de l'écologie. C'est évident, mais pas parce que c'est des femmes, juste parce que c'est des êtres humains. Et que par contre, moi je suis assez prévenante avec le discours que ce soit des quotas ou de discrimination positive. Ce qu'il faut effectivement, c'est débloquer les freins psychologiques des femmes qui se retiennent elles-mêmes. Et ça, c'est le plus dur, et ça passe par l'éducation, ça passe, on va s'envoyer des fleurs, mais ça passe par ce genre d'émission pour montrer qu'on y est arrivé et que c'est pas parce qu'on est une femme, c'est juste parce qu'on en avait envie, en fait. Oui, Marine. Et en fait, nous, pour rebondir exactement sur ce que vous avez dit, à Montpellier, je fais partie d'une association qui s'appelle les Wonder Meufs, qui à la base était une association qui avait pour but juste de s'entraider entre meufs qui montaient des projets, que ce soit perso ou pro. Et là, on a décidé de se lancer aussi dans l'accompagnement des jeunes filles, donc au lycée, pour leur dire qu'en fait, elles pouvaient tout faire et qu'il n'y avait pas de limite. Et je pense que effectivement, c'est pas attirer plus de femmes dans la tech, c'est juste montrer que c'est pas un problème d'aller dans la tech, mais si t'as pas envie d'y aller, n'y va pas. Mais voilà, juste ouvrir les yeux. Et se faire accompagner, quand même, c'est important. Peut-être aussi se faire entourer. Lucille. Oui, nous, on est 2 cofondateurs, et c'est vrai que c'est clé. Typiquement, Juliette parlait de Montagne Russe.
C'est qu'il y en a toujours un plus positif que l'autre, donc ça permet de... Il y en a toujours un en haut de la montagne russe Voilà. et un qui est en train de descendre. Donc c'est toujours positif. Entreprendre seul, moi, ça serait compliqué, je pense, pour moi. Mais c'est vrai que d'être à plusieurs, ça, forcément, déjà, on partage des idées différentes, donc ça permet de matcher et d'aller vers quelque chose de cohérent et de se remettre beaucoup en question. Parce que je pense que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup ça aussi. C'est être tenace parce que finalement, on va se planter, on va se prendre des murs, mais comment on s'en relève? Et c'est vrai que dans la culture française, l'échec, c'est pas forcément bien vu. Moi, je considère que je prends à peu près une porte chaque jour. Mais il faut juste se relever et d'avoir un associé, ça permet qui vous aide à vous relever, quoi. Marine, vous, je crois que vous en avez pas mal des associés. Ouais, nous on est 7. Alors par contre, Ils font quoi alors donc nous, on est 2 cofondateurs puisque j'ai monté Voyagir avec mon compagnon qui est développeur, ce qui est assez pratique quand on crée une plateforme. Et ensuite, j'ai 5 autres associés en fait qui vont être complémentaires sur des compétences très particulières. Donc, par exemple, j'ai une avocate, j'ai quelqu'un qui est spécialisé dans la communication. J'ai quelqu'un qui est ma maman, qui a un gros réseau, donc qui permet aussi de trouver les bons interlocuteurs quand j'en ai besoin. Salue. Nous l'avons reçu il y a quelques mois sur Business Women. Mais nous, on a fait vraiment le choix de cette complémentarité, mais aussi d'être, et ça va avec notre logique, d'être une entreprise assez familiale, parce qu'en fait, c'est mon compagnon, mes parents et des amis, en fait. Et voilà, c'est pour s'accompagner et être complémentaire, et savoir effectivement aussi remonter la barre quand il faut, ouvrir les yeux quand il faut, avoir une autre perspective quand il faut. Faire évoluer aussi votre projet, puisque j'imagine qu'entre l'idée de départ et ce qu'il y a aujourd'hui, c'est pas forcément ce que vous aviez imaginé. Oui, je pense que les associés, ça permet aussi de ne pas avoir la tête dans le guidon, entre guillemets, puisque sinon, on a une idée fixe et puis on court, on y vole. Et puis, c'est ça, c'est ce côté apporter d'autres perspectives qui permettent de faire évoluer le projet parce que eux, ils voient des trucs que nous, on ne voit pas. Et donc, voilà, on fait évoluer au fur et à mesure. Justement, comment vous avez vu évoluer votre société, Juliette, par rapport à votre idée de départ? Est-ce qu'il y a des choix que vous avez dû faire, comme a expliqué tout à l'heure Marine? Elle a renoncé à certaines choses pour ses valeurs. Pour rebondir sur ce sujet précis et sur mon associé Jérôme Perrin, avec qui je gère l'entreprise aujourd'hui, en fait, c'est lui qui a eu l'idée de départ. Et son idée de départ, c'était le transport solidaire des biodéchets, puisque pour organiser les collectes, on travaille avec des structures d'insertion de chômeurs de longue durée. Et moi, avec ma casquette de consultante, j'ai ensuite apporté d'autres valeurs ajoutées à notre proposition de service pour donner encore plus de sens, pour accompagner, pour aller jusqu'à l'analyse de données, etc. Ce qui est intéressant, c'est que moi, je ne connaissais pas mon associé on s'est retrouvés autour d'une idée. Mais bon, c'est bien d'avoir 3 histoires différentes et ça montre que tout est possible et chacun doit trouver son chemin. Mais moi, en tout cas, ça me va bien de ne pas avoir fait avec un ami ou de la famille. Enfin, je suis très contente pour toi que ça se passe très bien. Mais en tout cas, mon histoire à moi, c'est celle-là. Et c'est un homme, il a 63 ans et on a une vraie complémentarité. Moi, je trouve aussi plutôt en termes de caractère. Et on parle beaucoup de compétences, mais en fait, quand on est en école, on parle de savoir-être, savoir-faire, etc. Jérôme et moi, on est 2 fortes personnalités, mais ça nous aide beaucoup parce que du coup, que ce soit des moments joyeux ou difficiles, on sait qui est bon dans quelles circonstances, selon les interlocuteurs, selon le sujet, etc. Même si à la base, tous les 2, on a fait des écoles de management, donc on a à peu près les mêmes compétences sur le papier. Mais sur les valeurs, est-ce que justement votre idée de départ a dû évoluer? Est-ce qu'il faut faire des choix? C'est important pour les personnes qui nous regardent de ne pas se fermer forcément à une idée, je pense. Et de laisser évoluer selon son éthique. Alors le grand mot dans l'entrepreneuriat, c'est le pivot. Donc quand on commence, on sait que de toute manière, on va pivoter 1000 fois et que moi, je ne connais pas une histoire où on a fini avec la bonne idée qu'on avait au départ. Et c'est en testant la première idée qu'on a une idée encore meilleure et qu'on continue à innover tout le temps. Nous, dans notre quotidien, en fait, notre activité même, elle a un impact sur l'environnement. Alors justement,
Et du coup, on a eu la chance d'être un sujet d'étude, d'un bureau d'études extérieures et organisé par l'ADEME qui a prouvé que notre solution permettait de réduire de 25% les émissions de CO2. Donc en fait, dans nos choix, rien que le fait d'exister, ça réduit l'impact sur l'environnement par rapport aux scénarios classiques d'aujourd'hui qui sont de faire brûler des biodéchets. Donc on peut innover sans polluer. Et c'est le cas aussi pour vous, Lucille, je crois, il y a des impacts. Vous n'avez pas les chiffres, mais vous savez qu'il y a des impacts positifs. Oui, puisque déjà, rien que par notre produit, nos clients déconditionnent, donc désemballent les biodéchets et donc valorisent tous les biodéchets en méthanisation. Donc forcément, on a un impact positif sur ce point-là. Et puis après, du côté, nous, de notre développement, de notre fabrication, on essaye aussi de faire des choix en fonction de ça pour être en cohérence avec à la fois notre société et notre production. Oui, c'est pas que dans l'activité, c'est aussi au sein même de l'entreprise, même si le 100% écolo, c'est un peu compliqué de mettre ça en place. Vous essayez dans des petites actions. Et justement, très brièvement, que pourraient mettre en place les personnes qui nous regardent, peu importe leur secteur d'activité, quelle action elles pourraient mettre en place au quotidien pour aider un peu plus la planète? Aller au bureau en vélo. Ouais, Juliette. Moi, je vais prêcher pour ma paroisse, aller dans son restaurant d'entreprise, aller dans la cantine de ses enfants, aller dans la maison de retraite de ses parents et demander que deviennent les biodéchets, sont-ils brûlés alors qu'ils pourraient permettre de créer des énergies. Lucille, rapidement. Plein de choses, trier, recycler son gobelet, peut-être passer Sur à une tasse. Businesswoman, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Enlever les gobelets à café. Enlever les gobelets à café. Pendant le maquillage. Très bien. On va terminer très rapidement. J'avais encore pas mal de questions. Le temps va nous manquer. Si vous aviez un modèle de femme entrepreneur, ce serait qui? Moi, je suis assez contre les modèles, en fait. Je trouve que s'inspirer, en fait, du coup, c'est pas un modèle qu'il faut suivre, c'est plus s'inspirer de plein de personnes différentes, qui peuvent être des femmes ou des hommes. Ça me parle beaucoup plus que l'idée du modèle. Juliette? J'ai déjà répondu à cette question, donc je vais donner les mêmes réponses, même si pour moi elles ne sont pas bonnes. Je pense qu'on manque de modèles, et au contraire, je pense que c'est bien, même s'il ne faut pas le prendre dans le terme fétichisme, mais ça donne quand même un exemple. Par contre, j'en ai pas dans l'entrepreneuriat social. Par contre, Mère Teresa ou Princesse Leia, enfin des personnes avec un fort caractère et qui font des choses. Lucille? Moi, j'ai pas non plus forcément de modèle. C'est plus, je me nourris de rencontres. Par contre, ça, c'est très riche, je trouve, dans mon métier. C'est de rencontrer énormément de monde. Et par moments, c'est des petites remarques, des réflexions qui vous font avancer, qui vous font avoir l'énergie pour porter des fois l'idée au bout. Et justement, vos idées, comment vous souhaitez les voir évoluer au sein de votre entreprise à moyen ou long terme? Très rapidement aussi. Lucille, on continue avec vous. Comment je veux la voir évoluer? Dans le bon sens déjà. Quelles sont vos ambitions? Nos ambitions, elles sont assez larges déjà. C'est devenir le leader du déconditionnement au niveau des équipements, donc être reconnu au niveau de notre techno et ce qu'on peut apporter sur ce marché. Et puis, reste quand même toute la partie équipe et humaine, que notre société reste à taille humaine et où les gens se fassent plaisir à venir travailler dans notre société. Et ça, c'est vraiment une grosse ambition parce que j'ai l'impression que quand les sociétés grandissent, il est difficile de garder cet esprit, on va dire, qui est plutôt familial et où on sent le plaisir de chacun au sens du travail. C'est votre cas aussi, je crois, Marine, mais plus pour des questions d'éthique. Pour plein de raisons. Je pense que aussi les grandes entreprises peut-être ont tendance à perdre de vue leurs objectifs et que nous, notre objectif, c'est de faciliter le tourisme durable et de sensibiliser au fait que c'est pas très compliqué de voyager de manière responsable en fait. Il faut juste savoir comment le faire et donc d'être leader sur cette question-là. Et justement, j'en profite pour glisser cette question très rapidement. Comment vous sélectionnez les organismes qui vont sur votre site? Alors nous, on a une philosophie qui est particulière. Le but, c'est de ne pas avoir des critères fermés, mais de laisser aux voyageurs la possibilité de référencer n'importe quelle adresse en expliquant ce qu'elle a trouvé de responsable là. Et donc de ne pas dire ça c'est responsable, ça l'est pas, mais de dire cet établissement, ce restaurant, cet hébergement, cette activité fait ça.
À toi, voyageur, de décider si c'est suffisant pour toi ou Mais pas. il y a un contrôle derrière ou... Il y a une relecture, une modération qui permet d'identifier si c'est cohérent, parce qu'on a cette expertise-là. Mais par contre, on ne fait pas un audit derrière. Le but, c'est vraiment que ça soit modéré par la communauté de voyageurs. Vos ambitions à vous, Juliette, moyen ou long terme pour Love Your Waste? Nous, on a des ambitions folles. On veut changer le monde. Ça, c'est bien. Après, tout ce qui a déjà été dit est tout aussi pertinent. Mais en tout cas, nous, on a un besoin d'hypercroissance maintenant pour toucher le plus de déchets et le plus de personnes qui trient et réduisent leur gaspillage. Justement, vous aviez l'ambition de vous développer sur d'autres territoires. Tout à fait. Donc pour notre activité de transport, on est basé en Île-de-France. Ça a plus de sens. C'est un sens écologique et économique, donc ça marche bien. Après, on a des partenaires dans différentes régions en France. Et puis pour nos interventions de diagnostic, on est déjà allé en dehors de Paris. Toute dernière question, une d'entre vous, si elle se sent inspirée d'y répondre, du coup, à quoi ressemblerait selon vous la ville éco-friendly idéale de demain? Sans voiture, on va commencer par là. Des moyens de recycler tout et de trier beaucoup plus précisément. D'autres idées? Il y a tellement... Nous, on participe à pas mal de conception d'écoquartiers en ce moment. Il y a plein de choses, mais je dirais plutôt ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on peut commencer à faire aujourd'hui. Et ça, c'est très entrepreneurial. Il y a l'idéal, il y a la vision, mais en fait, la vraie chose, c'est est-ce qu'on peut prendre un des 1000 sujets de la ville durable et le mettre en place dans les 10 jours qui arrivent. Et c'est déjà pas mal, ce sont de belles propositions. Merci à toutes les trois d'être venues partager vos expériences sur ce plateau. Merci. Quant à vous, que vous soyez simple spectateur ou entrepreneur, vous savez aujourd'hui plus qu'hier encore comment agir pour la planète. Merci de nous avoir suivis. Et sachez que si vous avez manqué une partie de l'émission, vous pouvez la voir ou la revoir sur ellesentreprenent.fr, wedobiz.com et bien sûr demain.fr. Et d'ici là, n'oubliez pas, derrière chaque businesswoman, il y a une vocation, la vôtre. Businesswoman vous a été présenté par MAF Pro. L'assureur des professionnels et de la santé collective, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est